Non, moi je pense qu'on va ambiancer les critiques sous embargo avant de les targeter. C'est le genre de phrase qui nous sort ici, je vous jure. Bah. Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit: T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Salut, c'est Clémence. Bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Aujourd'hui, c'est le retour de notre format spécial interview pour parler des films directement avec ceux qui les font. Aujourd'hui, côté intervieweur, on retrouve Julien. Salut Julien. Salut Clémence. Et Stéphane. Salut Stéphane. Salut Clémence. À la technique, notre indéboulonnable Alain est là. Salut Alain. Côté interviewé, ils sont venus en nombre aussi. Ensemble, on va parler de robots domestiques, de huis clos et d'humanité. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Jeunet. Alors oui. Pascal Molina. Bonjour. Et Jean-Christophe Spadaccini. Bonjour également. Bienvenue à tous les trois. Les intelligences artificielles, elles nous entourent déjà, Siri. Mais quelle place prendront-elles dans nos vies d'ici une vingtaine d'années ? Et que se passerait-il si les androïdes se rebellaient contre les humains qu'ils sont censés servir ? Ces questions, elles sont au cœur de votre nouveau long métrage Big Bug. La sortie est prévue ce 11 février sur Netflix. Alors Jean-Pierre, vous avez réalisé ce film. Jean-Christophe, Pascal, vous avez créé les robots qu'on y voit. La question de notre rapport aux machines, c'est une thématique récurrente dans les films de SF, mais vous avez choisi l'angle de l'humour. Alors qu'est-ce qui a motivé ce choix ? Oh, parce que toutes ces histoires d'intelligence artificielle qui vont tuer l'humanité, ça me fait un petit peu rigoler. J'entendais Mark Zuckerberg qui disait on va implanter des trucs dans les cerveaux humains pour que vous n'ayez plus qu'à penser pour taper votre texte. J'ai envie de lui dire déjà corrige les fautes d'orthographe. Quand il arrivera, on en reparlera, quoi. Non, mais c'est vrai, j'ai du mal à croire les transhumanismes, les gens de l'université de la singularité qui disent qu'on va pouvoir mettre notre mémoire dans un disque dur. Ouais, bon, je pense que l'être humain se sera autodétruit avant tout ça. Lévi-Strauss disait que l'être humain a la capacité de produire une toxine comme le ver à soie pour s'autodétruire. Moi, je suis plutôt confiant de ce côté-là. Mais du coup, les robots vont nous survivre. Oui, voilà, oui, c'est possible. Oui. Mais ils sont très cons. Dans notre film, ils sont très cons parce qu'ils essaient de télécharger le sens de l'humour, ils comprennent rien aux blagues. Voilà. Quelque part, c'est un peu, sans être prétentieux, le message de 2001. L'ordinateur HAL 9000, il essaie de se débarrasser des astronautes dans l'espace, mais il revient parce qu'il utilise l'impondérable, l'imaginaire pour baiser l'ordinateur. Et ben nous, c'est pareil, mais sous forme de grosse comédie. Enfin, de grosse comédie. Non, j'aime pas ce terme-là, on dirait une comédie française. Non. C'est un peu une comédie française quand même, quoi. Oh non, dites pas ça, je m'en vais. Moi, les comédies françaises, je suis totalement allergique. Moi, j'étais Monty Python, moi. Et je comprends, et aussi, c'est surtout, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que ça fait maintenant 9 ans que vous n'avez pas fait un film, et là, on vous voit revenir, et moi, c'est le premier truc que je me suis dit, mais en fait, une personnalité comme Jean-Pierre Jeunet, ça a énormément manqué dans le cinéma français, en fait. Oui. Depuis tout moqué aussi, des fois. Ouais, non, mais ce que je voulais dire, voilà, c'est surtout le fait d'avoir une vraie singularité dans le cinéma français. C'est le cas de le dire, comme l'université. Mais quand on fait un truc original, et j'ai vécu exactement la même chose que pour Délicatessen à l'époque ou Amélie, et ben on s'entend dire oh là là, oui, mais c'est bizarre, c'est pas normal. Et surtout que maintenant le monde a changé, le marketing a pris le pouvoir dans tous les domaines. J'ai eu cette conversation avec Jean-Paul Gaultier, avec Michel Troisgros, tout le monde nous dit, le marketing nous explique comment il faut faire maintenant. Donc maintenant, on n'a plus affaire à des gens, on a affaire à des comités de lecture et on les rencontre même plus. Donc avec Guillaume Laurent, on avait écrit un truc sur le sexe, on s'est ramassé en cette époque troublée, on va dire. C'était un peu, ça n'a pas été, voilà, on n'a pas pu le monter. Et donc, on avait écrit ça avant, pendant que je tournais Spivette. Mais personne n'en a voulu. Je me suis fait rétamer par tout le monde, sauf Brigitte Massoni chez UGC, qui avait déjà sauvé Amélie. Mais elle-même n'a pas réussi à fédérer autour d'elle. Et à un moment, j'ai renoncé, quoi. Je n'ai pas rien fait pendant ces années. J'ai tourné un pilote pour Amazon sur Casanova, j'ai fait un court-métrage d'animation, j'ai fait des pubs, j'ai fait la grande expo Caro Genet, qui était à la Halle Saint-Pierre, au musée Miniature et Cinéma de Lyon. J'ai écrit un bouquin, non, j'ai pas arrêté. Et puis j'ai écrit d'autres choses, voilà. Donc, mais j'avais renoncé à ce projet. Et Netflix m'a appelé en me disant, t'as pas un truc, on aime beaucoup ce que tu fais. J'aurais dit, si, mais vous allez pas aimer, personne n'en veut.
Et en 24 heures après, c'était mais c'est génial, mais comment c'est possible? Allez, on y va. Voilà, moi j'ai dit, vous savez, ça va être bizarre. Bah oui, c'est ce qu'on veut, évidemment. Ils produisent Black Mirror, ils ont un esprit ouvert à ce genre de choses, quoi. Bah oui. Est-ce qu'il y a des contraintes quand on travaille du coup à Netflix, notamment au niveau de la qualité technique en fait qui est exigée Oui, mais ça, je veux pas me plaindre. Hein. Nous, on a toujours les plus hautes difficultés. Enfin non, on s'est confronté avec les plus hautes technologies. Quand Pascal fait son Einstein, il va vous en parler, ou quand on tourne TS Pivette en 3D, ou quand on mixe La Cité des Enfants Perdus en numérique, on est les premiers, ou l'étalonnage d'Amélie en numérique. Enfin, à chaque fois, on innove. Donc, on aime ça. Et Netflix, ils sont hyper pointilleux. Un pixel mort sur une image, ils refusent le film. Alors que ça va être vu quand même sur des écrans de moyenne taille ou petite taille. Mais tant mieux, ils nous poussent à avoir le HD. Enfin, ils nous poussent pas, ils exigent avoir le HDR, avoir le son comme ci, comme ça. Ils sont très, très, très exigeants. Et tant mieux. Vous êtes un cinéaste de cinéma, ça vous manque pas le grand écran sur un truc comme ça? Je vais vous dire non. Parce que pourquoi? D'abord, il n'y a pas l'angoisse de la sortie salle. Alain Corneau me disait, tu vas voir, plus tu vas vieillir, plus tu auras peur. Là, il n'y a pas de peur. Parce qu'il y a 550 millions de spectateurs potentiels du jour au lendemain. Et on ne va pas me mettre dans une petite salle le vendredi parce qu'il y a 10 sièges de libre ou qu'il y a un autre film qui débarque. Donc là, je pourrais dire à tout le monde, mais il est sur Netflix, regarde-le. Et ça pendant des semaines, des mois, des années. Donc c'est génial. Après, le rapport à la grande salle, je trouve que c'est un faux problème. Qu'on soit à 30 mètres en omnimax de l'écran ou à 30 cm de son ordinateur, c'est pareil. Donc après, la promiscuité des autres, le rire, tous ces trucs-là, moi, j'y crois pas trop. J'ai été voir le film, le dernier OSS 117, il y avait 2 jeunes qui bouffaient des pop-corn. À un moment, j'ai pas pu résister. Tout fort, j'ai dit, ça vous dérange pas qu'on regarde un film pendant que vous cassez la croûte? Alors la discussion a commencé à s'envenimer. Ils ont pris des iPhones pour envoyer des textos, pour raconter ça aux potes. Et moi, je me dis, c'est fini, je vais plus au cinéma, quoi. Je vais plus qu'au Studio 28 à Montmartre, où c'est cool. Et sinon, moi, c'est vrai que j'ai un grand écran de télé, j'ai un projecteur, je vois les films dans des bonnes conditions, quoi. C'est difficile quand même quand on voit Big Buck de pas se dire que vous aviez dans un coin de votre tête le film le fait que ça allait pas être diffusé sur grand écran. C'est-à-dire que évidemment vous avez toujours tourné avec des focales très courtes, vous avez une prédisposition dans votre découpage pour les gros plans, etc. Mais c'est un huis clos, c'est un film avec une certaine promiscuité. Enfin, on imagine plus difficilement un long dimanche de fiançailles être adapté pour Netflix. Mais celui-là, non, mais c'est vrai que dès le départ, je me suis dit, en fait, c'est un projet qui s'y prête bien. À cause du huis clos, pardon, qui s'y prête bien. Donc, on ne s'est pas posé la question, on a fait comme si c'était un film de cinéma. On a fait tout pareil. Voilà. Peut-être qu'il serait temps d'introduire du coup vos 2 collaborateurs. Moi, ce que je voudrais que vous entendre, c'est que parce que ça fait très longtemps quand même que vous connaissez, surtout Jean-Christophe. Mais Jean-Christophe, je ne sais pas, tu es venu me voir, tu avais 16 ans, 17 ans. Ouais, peut-être 19, mais bon. Ouais, 19, allez. Il me dit, oui, je fais un fanzine, monsieur, je voudrais vous interviewer, mais par contre, vous n'auriez pas un tournage sur lequel je pourrais passer? Et il se trouve que je tournais une pub. Et il y a 2 catégories de gens sur les tournages. Ceux qui se prennent les pieds dans les câbles et ceux qui trouvent tout de suite à anticiper. Lui, c'était le cas. Et donc, il s'est retrouvé 2e assistant sur Délicatessen. Et puis après, il a viré effets spéciaux et on a fait Foutaise, mon court-métrage Tout ce que j'aime, tout ce que j'aime pas. Il était mon assistant, on était tous les 2, quoi. Et depuis, là, maintenant, une longue carrière et brillante carrière. C'était déjà des effets spéciaux de travailler avec Jean-Pierre parce qu'on se retrouvait sur des clips à 2h du mat à faire des phases d'animation image par image. On était tous les 2 dans un petit studio et puis c'était super. Et Pascal, il a rejoint la troupe sur La Cité des Enfants Perdus en fabriquant Irvine, qui était avec la voix de Dussolier, le cerveau dans le bocal, quand vous avez pu voir l'expo qui est dans mon bureau aujourd'hui. Puis après, il a fait une merveilleuse main en bois sur le long dimanche de fiançailles, articulé une sculpture de bois et métal qui est un chef-d'œuvre absolu. Et donc, quand j'ai imaginé le robot, je me suis dit, il en faut un pour Pascal. Mais donc, j'avais trouvé une référence de sculpture qui ressemblait vaguement à Einstein. Je me suis dit, tiens, tu vas me faire un Einstein bois et métal à ta façon. Mais sans dessin, sans rien. Vas-y, je te fais confiance. Et là, il a pleuré, quoi. Il a dit, je vais faire mon chef-d'œuvre. Non. D'abord, j'ai pleuré parce qu'on s'était rencontrés sur La Cité des Enfants Perdus avec Jean-Pierre, sur tous ses accessoires. Et j'ai quand même attendu 30 ans qu'il me demande Einstein. Donc d'abord, j'ai pleuré parce que le jour où il me l'a demandé, ce qu'il oublie de dire, c'est qu'il m'a listé les moteurs qu'il voulait. Il en voulait un pour le cou, un pour la mâchoire, un pour les yeux, et il listait à 4 ou 5 servomoteurs dans le robot. J'ai attendu 30 ans pour lui mettre 4 moteurs dans un robot, c'était impossible. Donc je suis rentré pleurer, et puis après, j'ai pris mon courage à 2 mains, je l'ai rappelé, et puis je lui ai demandé s'il m'autorisait à mettre quelques moteurs en plus, et il m'a dit non, ça va tomber en panne. Et vous remarquerez dans toutes ces interviews, il dit qu'Einstein n'est jamais tombé en panne parce que c'était vraiment un dossier. Et donc je l'ai harcelé pendant toute la préparation. Au fur et à mesure que je modélisais mon personnage et que je rajoutais des moteurs,
On est passé à 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70 et on a fini à 82 moteurs. Et il a amené l'idée des pattes, parce qu'il se dresse sur ses pattes, un truc qu'il a trouvé sur Internet qui est génial. C'est vrai que j'aurais pas pensé, moi, ça. Mais voilà, c'est vrai que c'était devenu un jeu d'essayer d'aller plus loin dans le nombre de moteurs. Et puis il me disait oui à chaque fois. Quand je suis arrivé à 82 moteurs, j'ai eu un problème phénoménal, c'est que je savais plus du tout comment piloter ce personnage en direct sur un plateau avec un directeur d'acteurs en face. Et donc, dans un premier temps, on a mis, avec mon ingénieur informatique, on a mis une console en place qui me permettait de faire une bibliothèque de grimaces et d'utiliser un seul joystick pour passer d'une grappe de grimaces à une autre. Et voilà, on pensait travailler avec ça. Et là est arrivé le Covid et le confinement. Alors, tout le monde n'a pas vécu le confinement de la même manière, mais moi, ça a été une belle opportunité de poursuivre la recherche et la démarche. Et puis, pour aller un peu plus loin dans l'ergonomie, on s'est rendu compte que la technologie a tellement évolué ces dernières années que finalement, on est limité par notre imagination ou notre pessimisme ou quoi. Et finalement, je me suis dit, mais qu'est-ce que je voudrais avoir pour piloter ce robot ? Je me suis dit, mais tout bêtement, une reconnaissance faciale. On est à l'ère de la reconnaissance faciale. On l'utilise en Chine pour des raisons tout à fait inappropriées. Utilisons-la ici pour faire du cinéma, pour essayer d'être ergonomique dans la manipulation de nos robots. Et puis voilà, j'en ai parlé à mon ingénieur qui m'a dit mais oui, on peut mettre ça en place, ça va prendre quelques jours d'écrire une carte, un logiciel, etc. Et puis on a fait ça, on a détourné un logiciel existant justement chinois un peu autoritaire de reconnaissance, un logiciel qui attrapait très 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 bien les visages, qui les décryptait très très bien et dans plusieurs positions, ce qui fait que ça ne nous obligeait pas à être figés devant la caméra. Il y avait une grande latitude d'angle possible. Et puis à partir de ce logiciel, une fois qu'il attrapait un visage, quel qu'il soit, homme, femme, même avec moustache ou barbe, une fois que le logiciel avait attrapé le visage et ne le lâchait plus, on a déterminé qu'à tel endroit voilà, le logiciel quadrillait le visage, et puis voilà, après, il a été juste question d'écrire des lignes de programme pour dire que tel endroit allait piloter tel moteur. Et puis, finalement, au plateau, on pouvait manipuler le robot juste en étant filmé par un pad. Mais ça aurait marché avec un téléphone portable, en fait. Voilà, avec un peu de mémoire. Il fallait juste une caméra, se filmer comme être en visio, et puis grimacer devant sa caméra. Ouais, j'aimerais bien parler du design juste en fait d'Einstein et même du Onyx en fait. Alors déjà Einstein, ce qui est assez intéressant, c'est que moi je savais pas du tout que c'était du Solier avant de regarder le film en fait. Et c'est marrant, j'ai reconnu la voix, mais d'un seul coup je me suis dit mais il y a pas que la voix, il y a un truc en fait dans le, je sais pas, dans le visage, et en même temps le personnage il est assez frappant. Parce qu'il ressemble à une espèce de dessin, de peinture d'Archimboldo ou un truc comme ça, où on met des patates et vous savez, voilà, pour préciser ce que c'est, quoi. Et vous, c'est pareil, Jean-Christophe, il y a l'Onyx, c'est Robocop. Tout de suite, on pense à Robocop. Alors après, chaque personnage a vraiment sa personnalité pour le coup, et ça, c'est un des trucs qui est extrêmement fort en fait dans le film. Et j'aurais aimé savoir comment vous avez déjà pensé en termes de design et en termes de personnalité. D'abord, de toute manière. Dans le scénario, nous, ce qui est super intéressant, c'est que tout d'un coup, au lieu d'être un effet spécial qui va être filmé et qui dure 2 secondes à l'écran, c'est des personnages. Donc, que ce soit Pascal, lui, sa partie, c'est plus la mécanisation. Quand on bossait ensemble, vraiment, on avait un atelier en commun. Il faisait la mécanisation et nous, on faisait toute la partie de sculpture. Là, sur le film, on s'est séparé le boulot en deux. Il a fait les 2 robots qui étaient plus mécaniques, on va dire. Et moi, je me suis retrouvé à faire cette armure... un genre de robot flic, parce que on est en France, c'est pas Robocop, c'est robot flic, mais il y a une sorte d'inspiration, mais c'est déjà dans le scénario. Mais quand tu regardes, on peut dire que ça ressemble, puis en même temps, si tu les compares, ils sont très différents quand même. Enfin, ça reste un mec en armure. Mais oui, bien sûr. Ce qu'on voulait juste là, c'était pas cacher le comédien sous un casque. D'ailleurs, c'est la partie que j'ai demandé à Jean-Pierre si je pouvais redessiner ça avec un deuxième designer, parce qu'il y a eu un premier jet que Jean-Pierre avait validé avec Aline, tu avais bossé, je crois. Oui, c'est-à-dire que dans les équipes américaines, quand j'ai fait Alien, j'avais une douzaine de designers. Là, on avait un Français, Benoît Maillochon, un Anglais, Peter Markranski. Ils ont fait tous les dessins, et c'est d'après ces dessins que... Oui, le corps était génial sur le Onyx, il y avait que la tête, et j'ai rebossé ça avec Patrice Garcia, qui est un autre designer, qui avait bossé sur 5e élément, Valérian, c'est un bon ami, quoi, et donc il a repeaufiné un peu le casque, voilà, c'était plus simple comme ça.
Et du coup, après, nous, on est parti tout bêtement de ce qu'on sait faire, c'est-à-dire une empreinte du comédien, et puis à l'ancienne, avec de la pâte à modeler, on a sculpté le casque, on a sculpté le cou, on a sculpté les épaulettes, les bras, etc., chaque partie qu'on a moulée ensuite à la taille de François Levental, qui interprétait le rôle. Toutes les techniques sont bonnes, parle-leur de Tom, qui lui était vraiment drôle à voir filmer. Tom, oui, lui, c'était tellement géométrique le design. C'est un petit robot jouet, je précise. Le petit Tom, le robot jouet, oui, on est parti sur une modélisation 3D dans l'ordinateur, et puis ça a été imprimé en 3D, enfin en volume. C'est-à-dire que les parties de résine, on les a pas sculptées et moulées, elles sont sorties d'une imprimante 3D. Et pour qu'ils puissent un peu faire toutes les phases demandées par le scénario, il y avait plusieurs tomes, en fait. Pour chaque plan, il y avait un tome différent. Enfin, pas pour chaque plan, mais en tout cas, il y avait essentiellement 2 tomes. C'est-à-dire le petit robot mécanisé qui pouvait jouer à Shifumi, qui est posé sur un petit socle, et celui qui pouvait marcher, mais il ne peut pas marcher tout seul. Donc, il y avait un chariot derrière ce petit robot avec un manipulateur japonais habillé en bleu. Il est japonais parce que c'est sa nationalité, il travaille avec moi. C'est un choix. On n'a pas été le chercher au Japon exprès. Non, pour le tas de kabuki. Il a été effacé dans chaque plan, j'étais un peu déçu en voyant le film, mais bon, voilà. Donc, mais en tout cas, c'était des images de making-of. Voilà, il était habillé avec des collants bleus. Avec des collants bleus, des chaussures bleues et puis des petites baguettes, et il faisait avancer ce petit robot. Voilà. Comme quoi, on mélange toutes les techniques. Et par contre, évidemment, il y a les VFX qui sont intervenus, nous, sur tout ce qui était mouvement de bouche, et puis c'est toutes ces lumières qu'il faut bouger les yeux et la bouche. Ça, c'est l'équipe d'Alain Carsou qui a géré ça en post-prod. Mais ce qui est intéressant dans Big Bug, et je pense que c'était vraiment une volonté, c'est que vous nous présentez une espèce d'anthologie du robot au cinéma. C'est-à-dire que les robots, on en a vu très très tôt au cinéma. C'est quasiment... ils ont évolué avec le cinéma, quelque part. Il y a tout l'éventail un peu. Il y a Wall-E. C'est ça. Decker, c'est un peu Wall-E que j'adore. Il y a le robot jouet, c'est les petits jouets qu'on aime bien, des robots. Et puis... La Métropolis, presque. Voilà. Oui, c'est ça. Real Humans a influencé pour les acteurs qui jouent les robots. J'aime bien cette série qui était pas mal. Et puis Einstein, c'est encore autre chose. C'était plus la mécanique. D'ailleurs, j'ai dû le justifier dans le scénario. J'ai fait dire à un acteur, c'était pas prévu. Oui, je suis dans la prothèse médicale, mais pour mon passe-temps, je fais du mécano à l'ancienne. Il dit ça parce que je me disais, mais on va se dire, mais pourquoi ce truc un peu rétro, quoi. Je me demandais quand même, je me posais une question par rapport au film parce que voilà, on le voit aujourd'hui en 2022, après 2 années de pandémie, 2 années de confinement, et en fait, mine de rien, c'est un truc que vous avez écrit quand même il y a déjà plusieurs années. Et en fait, ça parle, enfin, on a l'impression que ça parle quand même un peu de ça. De manière marrant. Détournée, mais... Totale coïncidence, quand même. C'est étonnant, hein. Alors que nous, on a tourné vraiment avec les masques et les trucs, avec par moments des tensions, parce qu'on était nous-mêmes en confinement, quoi. Et j'ai joué un tout petit peu avec, il se touche du coude, à la fin, il y a une vanne, le Covid 50 nouveau, comme le Beaujolais nouveau vient d'arriver, enfin bon... Mais on n'a pas trop insisté là-dessus, mais c'était une drôle de coïncidence, effectivement. Un signe. C'est peut-être le scénario qui a provoqué la pandémie, allez savoir. Mais il y a aussi c'est un coup de promo de Netflix, la pandémie. Pour vendre encore plus d'abonnements. Ouais. Mais c'est surtout l'idée que même les machines, en fait, avec les maisons connectées, avec les trucs comme ça, prennent un peu le pas sur le truc. Et mine de rien, finalement, nous, même dans le confinement, à cette époque-là, notre génération peut-être que, voilà, mais je sais que mes parents... le fait de devoir commander sur internet, ça allait dépasser complètement pendant 2 mois. Donc, il y a un truc qui m'a amusé, c'est le drone publicitaire. Parce que vous avez vu, vous faites une recherche sur des cafetières, après vous recevez plein de cafetières. Hein. Là, dès qu'ils ont un problème, il y a le drone publicitaire qui est derrière la fenêtre et puis qui résout leur problème. C'était amusant à faire ça. Évidemment, le drone vient de Blade Runner, l'immense drone publicitaire, mais en version petite et agaçante. En version jeunée, je trouve. Ça vous ressemble beaucoup, quoi. Ouais. Et je voulais que vous nous parliez un petit peu du casting aussi des robots, parce que ça aussi, il y a un travail qui est assez formidable. Et l'Evental, par exemple, il y a un travail sur le visage tout à fait atypique de ce comédien. Mais alors non, parce qu'il a une tronche tellement extraordinaire, l'Evental, qu'on ne l'a pas touché. Non, vous ne l'avez pas retouché, mais par contre, les lignes du casque soulignent un petit peu son côté un peu émacié. Voilà, comme ça. C'est le casque qui lui donne un côté émacié et squelettique. Et il a un dentier énorme, quand même. Oui, il a un dentier, des lentilles... un QR code au milieu du front. On voulait lui enlever les sourcils, il n'a pas voulu. Non, évidemment, bien sûr. Mais c'est quand même sa tête. Alban Lenoir aussi, pareil, il y a tout un travail. Mais lui, sa peau a été retravaillée en post-prod, plan par plan, pour donner le côté plastifié qui avait un peu Jude Law dans AI. Voilà. Et puis Claude Perron aussi, c'est du maquillage, de la coiffure. Et on lui a rajouté des lentilles parce qu'il ne pouvait pas les supporter. Et on les a rajoutées en post-prod. Et du coup, ça amène un truc encore plus étrange. Donc il y a quand même tout un travail, même si on a fait beaucoup en direct.
il y a quand même un énorme travail. Il y a 750 plans truqués par Alain Carsou derrière. Mais ce qui est intéressant, c'est leur pantomime aussi. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas non plus totalement mécaniques, comme justement l'était Peter Weller dans Robocop, où vraiment il avait énormément travaillé ça. Ils sont encore un tout petit peu humains et en même temps, ils ont quelque chose d'artificiel. On a beaucoup répété, on a cherché, fait des séances et des séances en filmant, en regardant ensemble. Non, ça marche, ça marche pas. Avec Claude Perron, on s'est dit, elle a 7 ou 8 sentiments. Donc là, dans cette séquence-là, ça va être le 3, là, ça va être le 4. On a beaucoup travaillé, hein, voilà, il n'y a pas de secret. Vous aviez modifié aussi certaines de leurs expressions en post-production, quand ils sont figés ou quand ils switchent d'une expression à une autre? Non, pas trop. Non. Tout est fait en direct, c'est assez étonnant. On a évité le côté justement trop robotique, le côté robotique comme les mecs dans la rue qui font des trucs comme ça. Et au niveau des sons, au niveau du sound design, c'était très intéressant parce qu'ils sont partis au début pour faire bouger. Dès que le robot humain bougeait, c'était zouk, 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 et c'était ridicule parce que le spectateur, il sait très bien que c'est des acteurs. Il n'est pas dupe. Donc, il faut établir une complicité. Donc, c'était plutôt quand elle se tournait un peu déçue où ça faisait... Voilà, c'était des bruits distillés avec parcimonie pour que ça marche. Alors, à propos du sound design, est-ce que leurs voix ont été retravaillées aussi? Un petit peu. Parce qu'ils ont cet aspect robotisé. Un petit peu, oui, mais à peine. Justement, là aussi, il a fallu doser. C'est beaucoup d'heures à passer dessus. Ouais. Et attends, pour finir, les 2 robots mécaniques, Tom, fait par Spada, et Decker, fait par Pascal, il y avait des acteurs sur le plateau, dans une petite cabine, qui jouaient avec les acteurs aussi, avec des micros. Et même Nestor, la voix artificielle, on l'avait enregistré, il était là aussi. Donc l'ingénieur du son, on voyait toutes les voix et tout. Donc c'était génial. C'est-à-dire les acteurs jouaient vraiment en condition. Tout ça n'était pas fait en post-prod. C'est ce qui donne aussi une énorme... En fait, on y croit en fait à ces personnages-là, à ces robots. En fait, moi, je sais que c'est un des trucs où on est... Ah non, mais je veux dire... Non, mais vraiment, c'est le truc qui fonctionne en termes d'attachement en fait, à ce que l'histoire raconte. En fait. Voilà. On parlait avec Clémence du décor, surtout, qui est assez incroyable, quoi. Et en fait... Je crois que tu avais une question là-dessus. Oui, le décor qui évoque les années 50-60, ça a été conçu par Aline Bonetto. Mais vous lui avez laissé carte blanche ou c'était un souhait de votre part? Je pars toujours, moi, avec tous les collaborateurs artistiques, c'est moi qui trouve quand même l'esprit et mon envie. Donc je trouve sur Pinterest, qui est une mine d'or absolue, des références, je lui envoie, elle voit ce que j'aime, et hop, elle cherche dans le même sens, elle me renvoie, c'est un ping-pong. C'est elle qui a l'idée de la serre, du lit en arrondi qu'il y a dans les chambres. Enfin, après, c'est un ping-pong, on s'échange des trucs, on fait des bouts de board et on sait qu'on est dans le même esprit. Moi, j'adore le Bauhaus, l'art déco, tout ça, la maison. J'avais cette envie-là, les maisons un peu à la Miami, etc. quoi. On retrouve complètement l'esprit art déco avec le côté finalement rétro-futuriste. Voilà. Ça m'a fait penser aussi au Jetson, le dessin animé, avec toutes ces courbes... Il y a Tati aussi, non? Peut-être un peu. Tati aussi, oui, la maison de Tati. Oui. De toute façon, c'est un cinéma un peu à la Tati, Wes Anderson, Tim Burton, Terry Gilliam. On n'est pas en train de rechercher le réalisme. Plus c'est décalé, mieux c'est. Les Anglais appellent ça quirky movie. Et voilà, moi je me revendique de ça, probablement parce que je viens d'animation. Dans l'animation, on crée tout, quoi. On a envie de détourner. Moi, je me sens comme un peintre. J'ai pas envie de raconter la vie telle qu'elle est, autant faire des documentaires. Ça ne m'intéresse pas, en tout cas, en tant que créateur. J'aimerais bien que vous nous parliez aussi du découpage et de la mise en scène à l'intérieur d'un huis clos, parce que ça, c'est pas évident. Alors, c'était le principal challenge pour moi. Et j'avais 2 influences. Je ne voulais pas faire des masters, des plans moyens, des gros plans, et faire de la télé, et du montage après. Vous n'avez jamais fait ça, de toute façon? Non, mais là, justement, je savais que ça allait être quelque chose. Il y avait 2 références. Un, c'était Marie-Octobre de Julien Duvivier, avec des acteurs dans une pièce, tout le long aussi, d'après une pièce de théâtre. Et The Servante de Joseph Losey. J'ai eu une idée et je me suis aperçu que Joseph Losey l'avait fait avant moi. Et à la fois, ça m'a énervé et à la fois rassuré parce que ça marchait très bien. Ça veut dire que parfois, quand vous parlez à quelqu'un, vous le parlez alors qu'il est dans votre dos. Donc, vous voyez, 2 acteurs de face. J'appelais ça les face-face. Et si vous regardez bien le film, ils sont très souvent tous face à la caméra. Donc, j'ai pas besoin d'aller faire un contre-champ. Et souvent, quand il y a un gros plan, c'est l'acteur qui vient se positionner tout près de la caméra, faire son gros plan et qui repart. Donc j'ai imaginé une fluidité comme ça, et pour ça je travaillais les week-ends avec des doublures qui étaient en costume, et avec mon appareil photo, je faisais des centaines de photos, mais je fais toujours pour tous les films, mais là encore plus particulièrement à chercher une mise en scène, et c'était vraiment stressant, difficile et passionnant en même temps. C'était une des principales motivations de faire un film en lieu clos. Et il y a aussi des plans séquences assez étonnants, c'est pareil. Je trouve que c'est des gifles là. Je trouve que c'est un de vos films les plus ambitieux à ce niveau-là. Mais oui, mais je suis content de vous l'entendre dire parce que c'était vraiment du boulot, et puis beaucoup de transpiration. 10% d'inspiration, 90% de transpiration. Mais j'imagine que pour vous, travailler avec un cinéaste qui prépare autant, qui est aussi minutieux,
C'est un atout, non? Non, c'est un atout. De stress. Bah non, mais en même temps, tu vois, comme disait Jean-Pierre tout à l'heure, le film, moi j'avais commencé à regarder avec lui le scénario, j'ai eu en 2017 quand il a essayé de le faire avec QGC. Quand il m'a dit ça se fait pas, j'étais plutôt content en fait, parce qu'en fait je me disais ouf, bah on n'a pas besoin de fabriquer un Ionix et puis de se faire 30 jours de tournage et puis avec lui en plus qui va me casser les noisettes sur chaque détail. Bah voilà, là au moins je suis de peinard, je vais faire des petites séries télé tranquille. Et puis 3 ans après, il m'a rappelé, il me dit ouais j'ai une bonne nouvelle, Netflix font Big Bug. Bah bravo. Oh là 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 là. Donc bon, on l'a fait du coup. Mais c'était aussi, bah voilà, beaucoup de sueur, mais c'était comme d'habitude. Hein. Non, mais génial. Enfin, tu vois, c'est comme d'habitude, non, pas comme d'habitude justement, parce que la dernière fois que j'avais vraiment travaillé d'une manière intense sur un film avec Jean-Pierre, c'était un long dimanche de fiançailles, disons. C'est vrai que d'habitude, sur un rythme normal, il en fait un tous les 4 ans. Puis là, il y avait un peu un gap avec celui-là qui avait du mal à se faire, donc ça faisait donc depuis 2003 que j'étais pas vraiment sur Micmac à Tire-Larigot. Je suis venu 2 jours. Un cadavre sur Casanova. Oui, mais c'était un jour de tournage. Oui, qui se faisait arracher les bras. Là, du coup, je me suis fait un plaisir de venir pendant 30 jours sur le plateau de Jean-Pierre. Moi, c'était pas tant d'habiller François Levental en robot, c'était d'être là et de participer à ce grand puzzle. C'est quand même un vrai plaisir pour vous deux. Enfin, de retrouver dans le cinéma français, c'est pas tous les jours qu'on vous propose de faire plein de robots comme ça. Tu vois, de retrouver sur un plateau le même script, le même chef machiniste que sur Délicatessen en 91. C'est quand même Aline qui était déjà aussi à la déco. Enfin, tu vois. Moi, je suis d'accord. C'est une famille, très, très, très difficile de travailler avec Jean-Pierre Jeunet parce que je rappelle quand même que le premier film sur lequel j'ai travaillé, c'était La Cité des Enfants Perdus. Je le répète autant que vous voulez. Hein. Vous voulez, je vais le redire. Mais c'est très impressionnant. La Cité des Enfants Perdus. Oh la vache. Donc en même temps, j'ai eu du jour au lendemain ma carte de visite dans le métier et en même temps, je suis rentré par cette porte-là, donc au contact de Jean-Pierre, mais aussi de Marc Caro à l'époque. Et je revis juste là, à la fin de Big Bug, j'ai revécu ce que j'avais vécu à la fin de La Cité des Enfants Perdus, c'est-à-dire que ce qu'il y a de plus difficile quand on est sur un film de Jean-Pierre Jeunet, et là je vais balancer personne, aucun nom, c'est les quelques films qui suivent, où il faut aller en réunion avec des réalisateurs qui sont un peu moins réalisateurs. En France, on n'a pas que des réalisateurs, on a des réalisateurs plus et des réalisateurs moins. Et voilà. Alors ça, il ne faut pas aller voir ma filmo là pour savoir de qui je parle. On y va tout de suite. Mais il y a toujours une dépression après le film. Pendant le film, on est tous habités. Qu'est-ce qui change véritablement de votre point de vue en fait là-dessus? Qu'est-ce qui impacte en fait le réalisateur moins il en va du réalisateur comme de l'artiste ou que de toutes les professions artistiques. C'est la légitimité, la façon d'être habité ou pas. Et je dis pas ça parce que Jean-Pierre est à côté. À un moment donné, un peu quand même. Ça peut servir. Je sais pas il est en train d'en développer un prochain. Je sais pas s'il y aura des robots dedans. Donc... Je suis pas sûr. Non, mais alors là, il n'y aura pas de robots, ça je peux le signer. Non, mais en fait, c'est l'équipe le réalisateur, il met un diapason dans toutes les équipes et l'équipe est hyper sensible à ce que le réalisateur vit, au degré, à la manière dont il est habité. Alors on va souffrir plus ou moins. Le réalisateur, c'est la seule personne dans nos métiers qui peut nous traiter de tous les noms, si ça le chante. On a des égos assez développés, on est très susceptibles les uns et les autres. Même un producteur ne peut pas mal nous parler, on peut se bloquer et partir. Mais le réalisateur, il a ce droit-là, parce qu'il a la place ultime de la création, mais il a ce droit-là qu'à condition qu'il habite complètement la fonction et qu'on comprenne ce qu'il est en train de vivre, d'essayer de faire et qu'on puisse rentrer dans cette roue-là. Et quand on peut rentrer dans cette roue-là, alors il n'y a plus de jours de la semaine, il n'y a plus de samedi, de dimanche, il n'y a plus d'horaire. Enfin, et ça, c'est le bonheur. Moi, je suis quelqu'un de très fainéant, très très fainéant. Oh. Et non, mais vraiment, sincèrement. Et c'est rare. Il y a 2 réalisateurs en France qui me font cet effet-là. Je dirais pas qui est le deuxième, mais il y a plus de fatigue, quoi. Moi, si je mets pas mon réveil, je vais me réveiller en fin de matinée. Et sur Big Bug, je tombais du lit à 5h du matin tous les jours, 7 jours par semaine, pour courir à l'atelier, continuer à travailler. Et ça, ce n'est pas seulement parce que j'aime faire de la robotique, parce que c'est mon métier et on m'en demande sur tous les films. Et c'est juste parce que je sais comment mon travail sera... je sais à quoi mon travail va participer, je sais comment il sera utilisé, je sais dans quel bateau je suis monté, quoi. Et c'est un comment il sera représenté dans le film puis, aussi. Oui, et puis après, on est...
en technicien effets spéciaux, on est à un endroit où parfois on a besoin de nous en nous détestant. Il y a beaucoup de réalisateurs qui ont peur de nos technologies, de tout ce que ça implique et qui nous prennent par nécessité et pas forcément par passion. Jean-Pierre, en tout cas je parle pour moi, à un endroit où je fabrique des objets. Jean-Pierre adore les objets, donc je suis très très bien loti. Moi j'ai un souvenir de la main en boîte du long dimanche de fiançailles dont Jean-Pierre parle souvent, qui est quand même juste 15 jours de travail en fait, on parle de 3 semaines de travail. Quand je suis arrivé dans le bureau de Jean-Pierre avec cette main en bois, on a fait le tour du studio, on était à Brie-sur-Marne, et on est allé dans le bureau d'Aline Bonetto qui avait soulevé des montagnes, qui avait fait des décors phénoménaux, il y en avait de partout, des mois et des mois de travail, et Jean-Pierre il lui disait « regarde cette main !» Et moi je la regardais dans les yeux, Aline, et je me disais « mais est-ce qu'il te fait ça à toi aussi pour tes décors ?» En fait c'est beaucoup plus ingrat d'être chef décorateur avec Jean-Pierre que de fabriquer un petit objet articulé, quoi. On est comme des gosses dans la cour de récré. Et c'est génial de pousser les gens dans leur dernière limite pour qu'ils livrent le meilleur d'eux-mêmes. C'est pas par hasard si mes collaborateurs ont tous été nommés aux César, aux Oscars et tout ça, quoi. Et ils aiment ça, et on aime ça, quoi. Ils aiment bien être poussés aussi. C'est vrai que des fois, je passe bien, mais ça pourrait être mieux, quoi. J'aurais rajouté mais un truc, c'est qu'en fait, ce respect-là et ce que tu arrives à déclencher chez les gens qui bossent pour toi, je crois qu'il y a un truc, c'est qu'on sait tous aussi, c'est que toi-même, tu le sais le faire. C'est-à-dire que quand Jean-Pierre avec Caro, il faisait le bunker de la dernière rafale, c'est eux qui ont fait les costumes, c'est eux qui ont fait les maquettes, la lumière presque, avec Bruno Delbonnel. Non, mais il y avait Delbonnel, mais non, il était... Ah oui, c'est toi et la lumière. Et puis qu'après, Jean-Pierre, il m'a raconté une histoire incroyable. Ils n'avaient pas de sous et ils sont allés au labo faire le montage négatif du film eux-mêmes. Et j'ai sorti le négatif, j'ai fait le montage négatif moi-même. Donc, c'est-à-dire qu'il a fait des tas de films avant d'avoir de l'argent, des vrais budgets, où il faisait tout lui-même. Donc ce qu'il demande, c'est jamais impossible en fait. C'est un haut niveau de qualité, ce qui est demandé, mais il demande pas non plus des trucs débiles ou impossibles. Et on bosse avec des tas de gens qui ont tellement pas les pieds sur terre, ils vont demander des trucs. Alors ils nous demandent la Lune des fois, alors, du coup tu budgètes la Lune parce qu'il faut un gros truc pour aller sur la Lune, puis après il faut mais on comprend pas, c'est cher. Bah oui, c'est cher parce que tu me demandes un truc incroyable. Le truc que demande Jean-Pierre, c'est quand même, malgré tout, penser. Il sait que c'est réalisable, je pense. Il ne demande pas l'impossible non plus. Donc c'est un cadre hyper agréable, en fait. C'est-à-dire que quand vous créez ces personnages de robots, vous avez dans un petit coin de votre tête une idée de comment vous allez pouvoir les concrétiser. Chaque décision, à chaque instant, c'est le narratif en premier, l'esthétisme en deuxième, la pratique et le coût. Toujours. À chaque fois, il y a les 4 qui... Il n'y a pas des tensions entre justement ces 4 portions-là, parfois ? Ben non, il faut trouver un équilibre, mais au stade de l'écriture, déjà, on se dit on verra plus tard. Mais quand on tape le bateau défonce le ponton sur la Cité des Enfants Perdus, on sait qu'on est dans la merde. Et ben on y va, et puis ils le font. Et puis à un moment, il y a un bout de pont de 15 mètres de long qui se démantibule en vrai, il y a des maquettes, il y a des trucs, on le fait. Avec un bateau de 10 mètres de haut, très, très traîné par des tracteurs, dans de l'eau avec des machines à vagues. C'est génial de voir aboutir ces rêves. Et surtout... Comme il dit, moi, oui, j'ai fait moi-même. Caro aussi, on faisait nous-mêmes. Et aujourd'hui, je continue à faire des trucs avec mes mains. Mais eux, ils sont tellement plus doués. C'est-à-dire que vous voyez ce que vous auriez imaginé, mais eux, 1000 fois mieux. Et ça, c'est gratifiant, quoi. C'est génial. Comme quand un acteur aussi se tape une impro tout d'un coup, comme Isabelle Nanty dans Amélie, vive la France, en plein dans le mille. Tout d'un coup, hop, vous ne l'avez pas prévu, ça. Et c'est génial, quoi. Alors justement, à propos d'acteurs et d'humains, parce qu'on parle de robots depuis tout à l'heure, mais il y a aussi quand même toute une partie du cast qui incarne des personnages humains. Ils sont 7 coincés dans cette maison, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que vous vouliez raconter sur eux ? Est-ce qu'il y avait quelque chose autour de... On a choisi avec Guillaume de faire un truc un peu cynique. C'est pas Amélie Poulain, là. Ils sont pas fleurs bleues, là. Pas du tout. Ils sont tous un peu glauques, un peu tordus, un peu méchants, un peu bizarres, quoi. C'était amusant de faire une comédie plus noire. Et puis c'est peut-être cet isolement aussi qui fait ressortir... Oui, et puis aussi, quelque part, ça rendait les robots plus attendrissants qu'eux-mêmes. Il y avait un truc, voilà. On a sauvé les ados. Les ados sont plus sympas. Parce qu'ils représentent peut-être le futur. Allez, on laisse une petite porte ouverte. C'est optimiste, ça. Oui, très optimiste. Non, mais c'est marrant parce qu'il y a toujours un peu ce truc-là, en fait, chez vous aussi. Oui, mais celui-là est quand même un peu plus noir, franchement. Ouais. En fait, j'avais une question sur... on connaît, en fait, les budgets, souvent, des films, et surtout vos films, par exemple, je me rappelle qu'on en discutait à l'époque de La Cité des Enfants Perdus, c'est budget 80 millions de francs,
etc. Et un film comme Big Bug chez Netflix, qui a quand même est censé être un peu open bar, je me demande ce que ça représente exactement. Il y a un problème avec le micro là. Allô, ça marche pas. Allô. Je sais pas ce qui se passe. C'est dans le secret, quoi. Oui, ils veulent pas trop communiquer là-dessus. Sauf que c'est quasiment les mêmes conditions qu'un long métrage cinéma. Oui, non, mais c'est ça. C'est pas fait au rabais, en tout cas, voilà. Qu'ils ont parce que c'est moyen, vraiment, qu'on en avait besoin. On a même monté le budget, parce qu'il y a même des moments où ils disaient, mais non, vous n'avez pas assez là pour faire ça. C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que le truc, en fait, avec un film comme ça, c'est que c'est votre premier film de SF depuis Alien, en fait, en vrai. C'est-à-dire quand on réfléchit, et là, d'un seul coup, il y a une ambition, en fait, qui n'existe pas dans le cinéma français. Les moyens dont on avait besoin. Il y a autre chose aussi qui vous correspond peut-être à vous trois, c'est que surtout dans votre cinéma, il y a quelque chose de presque fétichiste dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il y a un attachement à l'objet, à la chose, et j'ai l'impression que ce film, il a été aussi en grande partie conçu dans cette optique-là, finalement. C'est Caro qui disait, quand on a fait l'expo, les objets chez nous, c'est un peu comme la pantoufle de verre de Cendrillon, ou je sais pas quoi, l'épée d'Excalibur, c'est des objets qui sont des personnages, quoi, en fait. Ouais, mais c'est vrai aussi que quand je les imagine, je me dis qu'ils vont finir dans mon bureau. Mon bureau, c'est l'expo en miniature, c'est quelque chose. Non, puis je crois qu'il y a aussi un état d'esprit général dans l'écriture, je pense, de ce que fait Jean-Pierre. Voilà aussi, tu vois, c'est-à-dire que c'est pas la comédie franchouille de base, enfin tu vois. Orson Welles disait un film c'est comme une grosse boîte de mécano, ou un train électrique, il disait lui, un train électrique. Et Caro lui disait c'est une boîte de mécano et on va construire le plus beau jouet possible en utilisant tout ce qu'il y a dans la boîte, c'est-à-dire les costumes, la musique, les effets spéciaux, les décors. Alors que beaucoup, je vais citer Mai Wen, j'ai pas honte de la citer puisque c'est elle qui dit ça. Moi je ne m'intéresse qu'aux acteurs et aux dialogues. Moi, je trouve ça dommage, autant faire du théâtre, quoi. Le cinéma, c'est tout ça. Les films de mon panthéon, que ce soit chez Fellini, Kurosawa, David Lynch, tout ça, ils utilisent tout, même Scorsese. Tout est beau, il y a des décors, il y a des costumes, il y a tout ça. Voilà, il faut jouer avec tout, quoi. C'est ça qui est plaisant. On doit boucler. Mais j'ai quand même une question, parce que c'est assez étonnant, moi je trouve que malgré tout, après des succès aussi énormes qu'un long dimanche de fiançailles, qu'Amélie Poulain, en fait un film comme ça soit difficile à monter malgré tout en France. Bon, monsieur, je suis d'accord avec vous. Mais je veux dire, comment est-ce que vous vous situez vous du coup, en fait, parce que mine de rien, vous êtes quand même un grand nom, on peut pas non, mais ça marche pas comme ça. Le marketing a repris le pouvoir, ils veulent pas prendre de risques, et quand je disais, mais enfin regardez Amélie, il y a tout ce qu'il faut pas faire dans Amélie. Au début, 20 minutes de présentation, on me disait oui, mais c'est une exception, ils ont trop la trouille, alors qu'ils savent très bien que s'ils vont financer une comédie qui se passe dans une cuisine avec papa et maman qui se disputent, ils n'auront pas de problème s'ils ont un bon casting. Et à chaque fois que vous revenez avec un truc original, vous reprenez le truc dans les dents. Amélie, ça a failli ne jamais se faire, c'était à ça de ne pas se faire. Délicatessen, j'en parle même pas. Et si je reviens, alors là c'est plus compliqué parce que le succès, on peut moins le mesurer sur Netflix. Mais si c'est un énorme succès, vous arrivez derrière avec 4 pages d'annuaire, c'est bon, ils vous les font. Voilà, ça marche comme ça, quoi. Oui, mais justement, vous aviez ce succès-là, c'est pour ça que c'est oui, mais les deux derniers avaient moins de succès parce que T.S. Pivett, c'est un petit garçon, c'était pas un film vraiment pour enfants, il était en anglais. Et puis Micmac, alors bon, je dis pas que c'est mon meilleur film, mais enfin, on a quand même un peu joué de malchance parce qu'il y a un type qui s'appelait Michael Jackson qui a eu le très mauvais goût de mourir juste à la sortie du film. Donc il y a un film qui s'appelait This Is It, qui est sorti le même jour et qui nous a piqué toutes les grandes salles. Et là, c'était mort, le film était mort, c'est fini. J'allais présenter le film dans des salles de 800 places, et je disais, on va être là. Ah ben non, on serait dans la 200 places. C'est mort. Voilà, il y a des fois, c'est comme dit Michel Lazanavicius, vous traversez une ville, tous les feux sont verts, c'était le cas d'Amélie, puis il y a des fois, vous tapez le camion poubelle, l'embouteillage, l'accident, le machin. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. C'est sur cette belle métaphore qu'on va refermer cette interview. Jean-Pierre, Jean-Christophe, Pascal, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Big Bug de Jean-Pierre Geneste à découvrir sur Netflix à partir du 11 février. Le répondeur, c'est le moment où vous pouvez nous donner votre avis sur le film de la semaine. Vous avez aimé, vous avez détesté, vous n'êtes pas d'accord avec l'équipe et vous avez des arguments, dites-le nous. Pour ça, c'est très simple, il suffit de retrouver Capture Mag sur Messenger, enregistrer un petit message vocal et on le diffusera dans la prochaine émission. Ça, le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Julien, Stéphane, merci. Merci Clémence. Et puis merci Alain à la technique. Merci Clémence. Et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Si vous voulez nous encourager et qu'on planche sur d'autres formats de qualité, n'attendez plus. Rendez-vous sur patreon.com ou sur tipeee.com, mot-clé Capture Mag. C'est grâce à vous qu'on continuera à grandir et qu'on restera indépendant.
Et puis pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous aider à nous faire connaître, parler de nous à vos amis, relayer nos émissions sur les réseaux sociaux et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast, on compte sur vous. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode de Sale Temps pour un film. Salut!